بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le ciel aux voies parfaitement tracées. Ceci est notre système solaire. 8 planètes et plus de 150 lunes. Des milliards d'astéroïdes, des gaz et de la poussière. Tous gravitant autour d'une seule étoile dans un rayon de 16 milliards de kilomètres. Il en est ainsi depuis plus de 4 milliards d'années. Tout se déplace de manière ordonnée, en toute sérénité. Le moindre changement d'orbite provoquerait notre mort par le feu ou la glace. Les orbites permettent à la vie de prospérer. La stabilité orbitale de notre planète a permis à la vie d'apparaître. Mais la plupart des orbites sont violentes. Dans l'espace, rien n'est immuable. Tous les corps célestes tournent autour de quelque chose. Ceci est dû à un phénomène unique, la gravitation. La gravitation est la force universelle d'attraction que l'on retrouve dans tout l'univers. C'est cette force qui lie les étoiles les unes aux autres. C'est cette même force qui unit le système solaire. Tout objet est soumis à la loi de la gravitation, et tous les objets s'attirent les uns les autres. Plus la masse d'un objet est importante, plus sa force d'attraction est grande. C'est pour ça que les pommes tombent. Elles sont attirées vers la Terre à cause de la gravité. Dans notre système solaire, l'objet le plus gros est le Soleil. Sa masse est 700 fois supérieure à celle de toutes les planètes réunies. La force titanesque exercée par le Soleil attire toutes les planètes à lui. Cependant, quelque chose les empêche de s'y écraser. Les planètes sont constamment en mouvement. Elles évoluent dans l'espace à une vitesse incroyable, non pas en se dirigeant droit sur le Soleil, mais en le contournant. Il se crée une lutte entre la force gravitationnelle qui émane du Soleil et la vitesse des planètes. Quand les deux forces s'équilibrent, les planètes tournent alors autour du Soleil. Ceci s'appelle une orbite. Une orbite, c'est tout simplement le mouvement, la course d'un objet autour d'un autre objet dû à la gravitation. Il existe des orbites circulaires ou bien encore elliptiques. Même si je prends une balle et que je la lance en l'air pour la rattraper, même brièvement, cette balle est en orbite autour du centre de la Terre. C'est un mouvement influencé par la gravitation. Imaginez que le Soleil n'ait pas de force gravitationnelle. Les planètes seraient projetées dans l'espace par leur vitesse. À l'inverse, si les planètes n'étaient pas en mouvement, la gravitation les attirerait jusqu'au Soleil. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Tous voguant, tous, pour traduire mieux, tous voguant dans une orbite. Donc là, on se pose la question. La nuit et le jour, il s'agit là d'une échelle de temps. Et il ne s'agit pas ici d'un corps. Lorsqu'il parle du soleil, c'est un corps. Lorsqu'il parle de la lune, c'est un corps. Alors pourquoi Allah Azza wa Jal associe deux échelles du temps, la nuit et le jour, avec deux corps, le soleil et la nuit, le soleil et la lune. Et ensuite il dit chacun ou tous sont en train de voguer dans une orbite. Est-ce que là, je veux dire que le soleil et la lune voguent dans une orbite? Mais l'aylun nahar, on ne peut pas comprendre. Ça veut dire quoi l'aylun nahar, la nuit et le jour voguent autour d'une orbite. Le temps ne peut pas voguer autour d'une orbite. Ce sont les corps qui voguent autour d'une orbite. Donc que veut dire Allah Azza wa Jal par la nuit et le jour? Il faut comprendre que la nuit, c'est quoi? C'est la partie obscure de la terre. Le jour, c'est la partie lumineuse de la terre.
Ce qui veut dire que lorsqu'Allah parle ici de la nuit et le jour, il est en train de parler en fait de la terre. Il parle de la terre et non pas du temps. La nuit et le jour, ça veut dire la terre. Et parce que c'est une partie, il y a la nuit, et une partie, il y a le jour. Et c'est pour ça qu'il l'a associé avec le soleil, et il l'a associé avec la lune, et il a dit ensuite, tous sont en train. Et lorsqu'il dit tous, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. S'il y avait une exception, il l'aurait mentionné. Previously, the European scientists, they believed that the Earth was the center of the solar system and the universe. And all the planets, as well as the moon and the sun, it revolved around the Earth. This was called as geocentrism. And this was believed since the time of Ptolemy in the 2nd century BC till as late as 16th century. Voilà à quoi ressemble le modèle de Ptolémée. Voilà, ça ressemble à ça. Alors c'est peut-être pas super clair, mais en gros, au centre, vous avez donc la Terre, c'est nous. Puis vous avez des sphères ou des cercles avec la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Et ensuite, vous avez les étoiles qui sont regroupées avec les constellations ici. Donc il y a les constellations en plus du zodiaque qui sont indiquées. Until Nicolaus Copernicus, in 1512, he propounded the heliocentric theory of the planetary motion, and he said, it is the sun which is the center of the solar system, and all the planets, as well as the earth, it revolves around the sun. Le modèle de Ptolémée a quelques défauts qui vont être mis en évidence par plein de gens, mais c'est Copernic qui va vraiment rebondir sur ça. Donc Copernic, c'est un gars, c'est un chanoine en fait, voilà, qui s'intéresse à l'astronomie, et vers 1510, il publie un premier ouvrage, le Commentorialus, dans lequel il expose ses doutes sur le modèle de Ptolémée. Il va remplacer le système de Ptolémée par un autre. Et ça, il le fait en 1543, sur son lit de mort, en fait. Il meurt en 1543, et il meurt avec les épreuves de livres dans les mains. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez au centre le Soleil, puis ensuite les différents cercles sur lesquels se déplacent les planètes, Mercure, Vénus, puis la Terre avec autour la Lune, puis les autres planètes dans l'ordre. Mais vous voyez que déjà ici, donc c'est le Soleil qui est au centre, et vous avez la Lune qui tourne autour de la Terre, mais toutes les autres tournent autour du Soleil. Ça ressemble du coup beaucoup plus à ce qu'on connaît aujourd'hui. En ce moment, vous filez autour du Soleil à près de 108 000 km à l'heure. Dans un an, vous aurez parcouru 940 millions de kilomètres pour aboutir exactement à votre point de départ. 3 éléments, l'orbite, la rotation et l'inclinaison, ont créé la planète. Et ils continuent de façonner la Terre et nous à tout moment, tous les jours. Depuis le début, la Terre a fait plus de 4 milliards de fois le tour du Soleil. La trajectoire orbitale autour du Soleil est l'environnement ultime de la Terre. C'est un endroit dangereux, plongé dans la radiation solaire, d'un froid meurtrier et traversé par des astéroïdes et des comètes. Mais en dépit des dangers, l'orbite de la Terre est juste au bon endroit. Parfait pour la vie. Notre planète bénéficie d'une plage de température très étroite, et il en résulte que l'eau peut y exister dans ses 3 états: solide, liquide et gazeux. Dans chacun de ces états, les propriétés de l'eau sont très différentes, et ce sont ces différences qui modulent le système climatique de la Terre. Le fait que l'orbite de la Terre soit juste à la bonne distance du Soleil permet le phénomène extraordinaire de la pluie. L'eau s'évapore de la surface sous forme de gaz. Elle se condense en liquide en montant et elle finit par retomber au sol où le cycle recommence.
C'est ce cycle, unique à la Terre dans notre système solaire, qui soutient la vie dans tous les recoins de la planète. Bien que dans les régions extrêmes de notre planète, la vie ne soit pas toujours facile, l'orbite autour du Soleil permet l'épanouissement de la vie elle-même. Où trouve-t-on de l'eau liquide? Alors, trouver de l'eau, de manière générale, c'est assez facile. H2O, c'est une molécule très simple. L'hydrogène, de l'oxygène, il y en a beaucoup. Ce qui est vraiment difficile, c'est trouver de l'eau à l'état liquide. Vous le savez, il faut qu'il fasse plus de 0 degré, plus ou moins selon s'il y a du sel dissous dedans. Et puis, il faut avoir une pression suffisante parce qu'en dessous, on va dire de 610 pascal, en dessous ce qu'on appelle le point triple, on ne peut pas avoir du tout d'eau liquide. Il faut être au-dessus de cette pression-là. Donc soit à l'intérieur d'un corps, soit il faut qu'il y ait une atmosphère qui appuie sur l'eau potentiellement liquide. Et puis il ne faut pas non plus qu'il fasse trop chaud, évidemment, vous le savez tous. À nos pressions, à la pression de Paris, il ne faut pas dépasser 100 degrés, sinon on passe à l'état de vapeur, l'eau bout évidemment, mais ça va dépendre de la pression, on peut aller jusqu'à plus de 200 degrés si la pression est très élevée. Néanmoins, c'est ça qui est difficile. Juste la bonne pression et cette petite gamme de température entre 0 degré et quelques dizaines de degrés. Et ça, on ne le trouve pas partout. Alors dans le système solaire, on le trouve évidemment sur Terre, et puis on le trouve en fait en grande quantité ailleurs, mais sur ces différents corps, mais dans des corps à l'intérieur de lunes glacées qui sont en grande partie constituées de glace d'eau. Ils sont éloignés du soleil, il fait très froid à la surface, mais une grande partie du manteau est constituée de glace. Si on descend suffisamment profond, comme sur Terre, la température augmente, et puis on arrive de temps en temps sur un niveau où il va faire à la fois suffisamment chaud, où la pression sera suffisante mais pas trop élevée non plus, pour qu'il y ait de l'eau liquide. Et on pense qu'il y a des océans enfouis sur de nombreuses lunes, aussi sur Pluton, avec beaucoup d'eau. Et évidemment, ces environnements sont par définition habitables. Problème, ils sont habitables dans les ténèbres. En comparaison, la Terre, elle, a bénéficié de beaucoup plus d'énergie, d'une vie beaucoup plus active en surface, et en plus qui a modifié son environnement. La vie, très tôt, a profité donc de la photosynthèse pour pouvoir consommer le CO2, produire de l'oxygène, faire des squelettes carbonés. Et pour ça, il semble que la lumière soit nécessaire, il semble qu'il faut de la vie à la surface. Donc on se retrouve avec un problème très simple, où est-ce qu'on peut avoir des bonnes températures en surface et la bonne pression pour avoir de l'eau liquide. Alors la pression, bon, ça va dépendre de l'atmosphère. Pour ce qui concerne la température, là, instinctivement, tout le monde comprend que si on est trop près de son étoile, il va faire trop chaud, toute l'eau sera sous forme de vapeur, on sera bien au-delà de 100 degrés. Puis si on est trop loin, il fera moins 50, 100, 200, et donc il n'y aura que de la glace. Et donc on a défini, je suis sûr que vous connaissez tous cette notion, la zone habitable. La zone habitable qui est conçue pour les astronomes qui veulent détecter une vie en surface. La Terre, bien sûr, est dans la zone habitable. La grande question, c'est quelle est la taille de cette zone habitable? Est-ce que la Terre est juste par miracle, juste pile poil au bon endroit, ou il y a beaucoup plus une grande gamme d'orbites qui permettrait de toute façon à ce qu'il y ait de l'eau? Alors pour ça, il faut faire des expériences, ça tombe bien, moi je suis aussi climatologue, planétologue, et on peut ainsi s'intéresser au climat et voir si l'eau liquide est possible. Donc on va, par exemple, si on veut définir quelle est la limite à l'intérieur de la zone habitable, il faut faire une expérience. Alors, je vous la déconseille de la faire en vrai, elle doit être assez dangereuse, mais on peut la faire à la maison, une expérience de pensée. Jusqu'où peut-on prendre la Terre et l'approcher du Soleil sans que les océans disparaissent? Alors cette expérience, on ne peut pas la faire en vrai, je répète. Par contre, on peut la faire grâce à des modèles numériques que l'on développe. Donc, c'est une des choses que l'on fait dans notre équipe, dans notre laboratoire, notre grand dada, c'est de construire des modèles numériques pour résoudre les équations du climat, de la météorologie, tous les détails. Vous voyez, le petit film que vous voyez en bas à droite, c'est issu d'un modèle numérique. Et donc, on résout les différentes équations différentielles qui contrôlent le climat. Ça marche très bien sur la Terre, sur les autres planètes. Et donc, on peut, avec ce modèle-là, prendre la Terre et l'approcher du Soleil. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On se rend compte que très vite, en fait, le climat devient instable. La raison est la suivante, si on augmente un petit peu le flux solaire en approchant le Soleil de la Terre du Soleil, la température augmente un peu, les océans chauffent, ils s'évaporent, il y a un peu plus de vapeur d'eau. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, donc il va renforcer le réchauffement de la surface des océans. Et ce système-là amplifie vraiment le
les quelques watts par mètre carré supplémentaires qu'on ajoute au système quand on approche la Terre du Soleil, et ça va vraiment l'emballer. Et je peux vous montrer des résultats d'un modèle qui avait été mené par Jérémy Lecomte dans notre équipe. Voici la Terre à gauche à une unité astronomique, tout va bien, on reproduit très bien le climat d'aujourd'hui. Si on la déplace de 4% vers le Soleil, déjà, ça commence à chauffer. Vous voyez qu'il fait en moyenne 90 degrés à Paris, ça commence à être chaud. Mais on peut encore avoir de l'eau liquide, hein. Là tout va bien, la vie doit s'adapter, mais il reste faisable. Et là on est juste près d'une limite. Si on approche encore la Terre de quelques pourcents, vous voyez, jusqu'à de 5% environ, là on passe un seuil, et ce seuil est tel que tous les océans vont être vaporisés, la totalité de la vapeur d'eau, de l'eau, va se retrouver sous forme de vapeur dans l'atmosphère, ça va bloquer complètement le refroidissement de la planète dans l'infrarouge, et il va faire à peu près 1600 degrés à la surface. C'est la fin du monde tel qu'on la connaît. En plus, quand on étudie ça, on se rend compte qu'une fois que les océans sont vaporisés, toutes les molécules H2O qui se retrouvent dans l'atmosphère en grande quantité vont être photolysées, cassées par le rayonnement ultraviolet, l'extrême ultraviolet du Soleil. L'hydrogène va être libéré. L'hydrogène, c'est un tout petit atome, évidemment, et il va être éjecté dans l'espace très facilement. Les océans vont progressivement s'échapper, et la Terre, si on l'approche de quelques pourcents, se transforme en Vénus, en fait. Il n'y a plus d'eau, le CO2 s'accumule, ça devient Vénus. Ça, c'était pour la limite intérieure. Vous voyez, on est tout près. Maintenant, quelle est la limite extérieure de la zone habitable? Est-ce que la Terre pourrait rester propice à des océans d'eau liquide si on l'éloigne un peu du Soleil? Alors, jusqu'où peut-on l'éloigner? Effet spécial. Merci à Lucasfilm. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on prend la Terre et on la recule un peu? Alors, je vais vous montrer une expérience avec notre modèle et qui va expliquer de la manière suivante. C'est que lorsque le flux solaire diminue un petit peu, la température diminue, et à nouveau, on a un emballement du système. La raison est la suivante. S'il fait un peu plus froid, il y a plus de neige et de glace. La neige et la glace réfléchissent très très bien le rayonnement solaire, et ça contribue à refroidir le système. Le tout s'emballe, et je vais vous le montrer tout de suite. Donc voici une simulation qui avait été effectuée par Benjamin Charnet, qui il y a de nombreuses années était étudiant chez nous. Je prends la Terre, je la déplace de 12%, la Terre actuelle, et je vais vous montrer ce qui se passe en quelques années. Donc là, on démarre au solstice de printemps nord, vous avez de la neige, un peu de banquise, etc. Et puis, je bouge la Terre de 12% d'un coup. Et voilà, regardez ce qui se passe. Très très vite, il fait froid, il y a beaucoup de neige, la neige refroidit tout de suite le système, il y a encore plus de neige, plus de froid, plus de froid, plus de neige, et très rapidement, vous avez la banquise qui envahit l'Atlantique Nord, au bout de quelques années, hein, ça va très très vite. Encore plus vite que pour l'événement, pour l'effet de serre divergent. Et puis voilà, il suffit d'attendre un petit peu. Au bout de 15 ans, il ne reste plus que les régions équatoriales qui sont libres de glace. Mais le refroidissement continue. Vraiment, la planète se refroidit sans fin. Et il suffit d'à peine une trentaine d'années pour que la planète gèle complètement, les océans soient entièrement couverts de glace, les continents aussi. Et donc, voilà, on se retrouve avec des températures comme cela. Il fait moins 60 à Paris, et tout est gelé, il n'y a vraiment plus d'eau liquide nulle part. Le système solaire n'est pas du tout typique. En fait, alors on aurait du mal à observer un vrai système solaire. On ne peut pas détecter l'équivalent de la Terre autour d'une étoile comme le Soleil, mais on peut détecter, par exemple, ne serait-ce que Jupiter, une étoile géante, voilà, qui a une orbite sur quelques années. Et bien même quand on regarde juste Jupiter, on voit que ce n'est pas du tout ce qu'il y a de plus typique. Ce que l'on voit ailleurs, ce sont le plus souvent, très souvent, des planètes qui n'existent pas dans le système solaire, qui sont plus grosses que la Terre, mais plus petites que Neptune. Neptune fait 4 fois le diamètre de la Terre. Et il y a plein de trucs entre les deux qu'on observe ailleurs. C'est vraiment très classique. Des mini-Neptunes, des super-Terres. Quand on observe des planètes géantes, comme Jupiter, souvent parfois elles sont juste à côté de leur étoile. C'est très célèbre parce que c'est les premières planètes extrasolaires, on l'a découverte, ce sont donc ces fameux Jupiter chauds, des planètes géantes juste à côté de leur étoile. Ou alors, très souvent, des planètes géantes qui ont des orbites extrêmement excentriques. On a aussi des planètes autour d'étoiles doubles, triples. Bon, ça, c'était prévu par Star Wars, hein, parce que si vous avez regardé les couchers de soleil sur Tatooine, il y a bien une étoile double. Néanmoins, on voit que quand même notre système solaire est particulier. Et si, par exemple, on fait une statistique, Sean Raymond à Bordeaux aime beaucoup détailler, si on veut
une étoile, un système solaire avec, disons, un truc genre Jupiter autour d'une étoile vaguement comme le Soleil, on trouve seulement un système sur 1000 qui ressemble au système solaire, sans même compter la Terre. Donc il y a quand même quelque chose d'étonnant à retenir. Aussi la Lune avec sa carte d'identité. La Lune, elle a une certaine distance à la Terre, 384 000 km en moyenne. Elle tourne autour de la Terre en 27 jours, c'est la révolution sidérale. L'intervalle entre deux levées de Lune, c'est un peu plus long. Entre deux pleines lunes, par exemple, c'est 29 jours, 12 heures 49 minutes. L'intervalle entre deux levées de Lune, vous regardez, c'est 24 heures et 50 minutes. Si elle se lève à 6 heures, le lendemain, ça lèvera à 7 heures 50. Elle fait 3400 km de diamètre, elle fait 10 puissance 22 kg, c'est-à-dire à peu près 1/80e de la masse de la Terre. Elle a une densité, une masse volumique de cailloux, sa gravité c'est le 6e de la Terre. Il fait 130 degrés le jour, moins 70 la nuit, etc. Tout ça c'est du basalte. Alors en surface, il y a du basalte, des anorthosites, bon, c'est une planète. La Lune est née de la Terre. La Lune est la fille de la Terre, 10 à 50 millions d'années après sa formation. Mais l'accouchement fut un accouchement dans la douleur. L'accouchement qui a donné lieu à la Lune, vous avez bien, la Terre était déjà faite, déjà différenciée, le noyau, les silicates étaient séparés. Il y a une grosse planète à peu près de la taille de Mars, c'est-à-dire à peu près 1/10 de la masse de la Terre, qui a fait un choc tangentiel, elle n'est pas rentrée en plein dedans, elle a fait un choc tangentiel avec la Lune, à la Terre. Il y a plein de débris qui ont jailli. Et une partie des débris, alors il y a des grands débats pour voir la proportion de débris du corps impacteur qu'on appelle Theia de la Terre, qui se sont réaccrétés et qui tournent autour maintenant pour faire la Lune. Donc première relation, la Lune c'est notre fille. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a les mêmes matériels et qu'on ne voit pas la différence entre un basalte terrestre et un basalte lunaire, parce que tout ça c'est la même chose. Des milliers de protoplanètes se sont assemblées pour former quelques planètes pleinement développées. Mercure, Vénus, la Terre, Mars et une 5e planète, Theia. Sa course la menait vers la Terre. Theia était de la taille de Mars, suffisamment imposante pour détruire la Terre. Si la collision avait été frontale, cette chose aurait pu pulvériser littéralement la Terre. Mais nous n'aurions pas de planète à l'heure qu'il est. Si cet objet semblable à Mars avait frappé directement la Terre, il y aurait peut-être eu une autre ceinture d'astéroïdes à la place actuelle de la Terre. Mais la Terre a bénéficié d'une chance incroyable. Au lieu d'une collision frontale avec Theia, celle-ci l'a percutée avec un angle oblique. Cette rencontre aura été l'événement le plus violent qu'ait connu la Terre. L'impact l'a transformé à nouveau en un monde en fusion. Un vaste océan de magma de près d'1 millier de kilomètres de profondeur. La Terre a survécu de peu. Et cette rencontre a changé notre monde pour toujours. De la matière a été soufflée dans l'espace. Suffisamment de roches pour ériger une montagne aussi large que les États-Unis et haute de 16 000 km. L'énergie dégagée a dû être énorme et une quantité phénoménale de matière est allée se mettre en orbite autour de la Terre. Les débris ont formé un immense anneau autour de la Terre. Ils se sont ensuite accrétés pour former 2 corps rocheux gravitant autour de la Terre. Un objet de la taille de Mars a percuté la Terre il y a 4 milliards d'années environ. Quantité de matière a dû être éjectée. On pense aujourd'hui que celle-ci a donné naissance non pas à une, mais à 2 lunes. Durant des millions d'années, 2 lunes se dressaient dans le ciel terrestre. Elles ont fini par dériver l'une vers l'autre et par entrer en collision. Deux lunes se sont fondues en une seule,
l'imposante Lune que nous connaissons si bien aujourd'hui. Aucune autre planète connue ne possède une lune aussi grosse que la nôtre, proportionnellement à sa taille. Nous sommes presque une planète double, deux mondes qui se tournent autour. Et sans notre imposante Lune, nous ne serions peut-être pas là. La Lune joue un rôle clé dans le maintien de la vie sur Terre. En gravitant autour d'elle, la Lune stabilise la Terre. La Lune permet à la Terre de conserver son angle d'inclinaison, ce qui stabilise notre climat. L'axe de la Terre reste le même au cours de ses révolutions autour du Soleil. C'est ce qui génère les saisons, mais des saisons régulières sur lesquelles la vie peut compter pour évoluer. Grâce à la distance qui la sépare du Soleil et à son imposante Lune, la Terre n'est ni trop chaude ni trop froide pour que la vie s'y développe. C'est vrai, on tourne autour du Soleil, mais pas sur un cercle, sur une ellipse. Et c'est maintenant, dans les premiers jours de janvier, que nous passons au plus près du Soleil. Mais alors pourquoi fait-il si froid? En fait, la différence entre près du Soleil et loin du Soleil est négligeable. Il y a une raison bien plus importante. La Terre tourne de travers, légèrement en biais. Son axe n'est pas vertical, il est incliné sur son orbite. Donc, lorsque l'hémisphère nord est basculé dans l'ombre, les jours se raccourcissent. Mais surtout, comme la Terre est inclinée, les rayons du Soleil arrivent à des angles différents. Un rayon de soleil dans les tropiques frappe le sol à la verticale. Il fait chaud. Ce même rayon de soleil dans l'hémisphère nord arrive en biais. Son énergie est étalée sur une surface 3 fois plus grande, ça chauffe 3 fois moins. Il fait froid. Au nord c'est l'hiver, dans l'hémisphère sud c'est l'été. L'axe incliné de la Terre nous donne les saisons. L'axe de rotation de la Terre est incliné de 23 degrés sur le plan de l'écliptique et cet axe de rotation reste à peu près fixe. D'accord ? Et c'est heureux. Alors pourquoi c'est heureux? Parce que imaginez que cet axe bascule, là, comme ça devrait se produire normalement. Quand on regarde la répartition des inclinaisons des planètes dans le système solaire, on observe un peu n'importe quoi, c'est le bordel, quoi. Il y a Uranus qui roule autour du Soleil, quoi. Au lieu de tourner comme ça, comme la plupart des planètes, Uranus roule littéralement sur le plan de l'écliptique. Hein. Donc du coup, s'il roule, il y a toujours son pôle nord qui est orienté vers le Soleil et son pôle sud qui est dans la nuit perpétuelle depuis qu'il roule. D'accord ? Vous imaginez un peu le décalage en température entre les deux parties là. Et en plus, tout ceci est instable, hein, comme on l'a montré. Dans la lignée travaux.com, on peut montrer que c'est instable, avec des périodes pas tellement longues à l'échelle géologique. Et donc, ça peut avoir des influences redoutables sur le climat de la planète en question. Et nous, non. Nous, c'est tranquille. Hein. Alors, cet axe de rotation, cette inclinaison reste constante, tourne un petit peu, d'accord ? En ce moment, il est orienté dans la direction de l'étoile polaire, d'accord ? Et puis, il se déplace en quelques dizaines, en 12 000 ans, d'accord ? Il se déplace, il fera, et voilà. Donc, si vous revenez dans 12 000 ans, et si on n'a pas tout pété, dans 12 000 ans, ça ne sera plus l'étoile polaire, vers laquelle il faudra faire pointer l'axe des télescopes pour qu'il tourne, il compense la rotation de la Terre, mais ça sera vers l'étoile Vega, vous voyez ? Et alors, pourquoi c'est comme ça ? Eh bien, c'est grâce à la Lune. La Lune sert de stabilisateur. Hein. C'est un peu comme, vous savez, si vous voulez traverser sur un fil entre deux bâtiments, si vous y allez les mains dans les poches, vous vous cassez la figure. Si vous mettez les bras comme ça va un peu mieux, mais en général, les mecs qui font ça, ils ne sont pas fous. D'abord, ils s'attachent. Et ensuite, ils prennent un grand machin là, pour se stabiliser. D'accord ? Ça stabilise d'avoir des poids un petit peu autour. Ça permet de concentrer... D'un point de vue mécanique, ça permet de stabiliser. Et là, ce qui joue le rôle de ces contrepoids, c'est la Lune. Et donc, si la Lune n'était pas là, cet axe de rotation, cette inclinaison de l'axe de rotation de la Terre varierait. Et donc, on a fait les calculs. Hein. Voilà la traduction
de l'insolation en fonction, depuis, dans une simulation, avec un axe, une inclinaison à 23 degrés, comme je viens de vous le dire, avec des petites oscillations comprises par Lagrange, d'accord? Donc ça, c'est avec la Lune. Si vous enlevez... Alors, là, ça induit une température, l'insolation moyenne en watts par mètre carré à la surface de la Terre, hein, dessous l'atmosphère. Au-dessus de l'atmosphère, ça fait une certaine valeur, en dessous, ça fait un peu moins, d'accord? Puis c'est une moyenne. Vous voyez, ça fluctue dans des valeurs qui ne sont pas démentielles. Si vous enlevez la Lune, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça craint, d'accord? Vous avez des variations, vous passez, vous variez, au lieu de varier dans un petit intervalle d'insolation, hein, l'axe de rotation varie entre 15 degrés et puis 30 degrés sur la période, sur 1 million d'années. Si vous intégrez sur un temps beaucoup plus grand, ça peut faire encore plus n'importe quoi. Et vous voyez que la traduction au niveau de l'insolation, la quantité d'énergie que vous recevez par watt, par mètre carré à la surface de la Terre change complètement. Et en poussant le trait jusque là où il doit être poussé, on peut facilement imaginer que... Alors ça n'empêche pas le développement de la vie sur Terre, mais pour des trucs comme nous, finalement assez fragiles, c'est pas terrible. D'accord ? Donc on peut imaginer que des animaux sans poils, chauves assez rapidement et pas très résistants aux variations climatiques, ça pourrait nuire à notre développement. Alors peut-être que ça aurait été mieux pour la Terre, ou surtout pour les autres animaux, ça aurait été beaucoup mieux, je pense. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, on peut là facilement imaginer, d'ailleurs c'est comme ça que c'était présenté par Jacques Lascar, le développement de la vie sur Terre, de notre forme de vie sur Terre, est grandement influencé par la Lune. Alors on peut se demander, à part de nous tourner autour, de se montrer sous différentes phases, d'être à la base de nombreux calendriers, quelles sont les relations de la Lune avec la Terre? Alors on a encore, même dans nos civilisations, un héritage des calendriers lunaires de l'ancien temps. Par exemple, la date de Pâques, avec les congés, Ascension, Pentecôte et tout ça, les fêtes religieuses pour ceux qui y croient, si c'est musulman, le Ramadan et tout ça, le calendrier chinois, tout ça c'est basé sur la Lune. Par exemple, je ne sais pas si vous savez comment est fixée la date de Pâques, qui change tout le temps. C'est le premier dimanche qui suit la première pleine lune, qui suit l'équinoxe de printemps. Et c'est pour ça que la date de Pâques varie à peu près d'un mois, suivant les années. Why do Muslims follow the lunar calendar instead of the solar calendar? There are various reasons why we follow lunar calendar, and following lunar calendar is much more beneficial as compared to solar calendar, because as Allah says in the Quran, in Surah Baqarah chapter number 2, verse number 189, that when they ask thee concerning new moons, say that they are signs for marking the fixed period of time as far as the affairs of men are concerned and pilgrimage. So in lunar calendar, what we have, that every year the time and the climate, if we follow the solar calendar, for example Ramadan or Hajj, will come in the same season. It will come in the same month of the solar calendar, but the season would be the same, it would not change. But if we follow the lunar calendar, if the lunar month is the same, it keeps on changing the climate. So because the difference between the lunar and the solar calendar is 11 days, approximately. The lunar calendar is 11 days less than the solar calendar. So if we follow the solar calendar, if suppose Ramadan comes in a country in winter, throughout his life, Ramadan will come in winter. If in one part of the world, Ramadan is in summer, throughout the world it will be in summer. So it will be a disadvantage. Someone will compare to Allah subhanahu wa ta'ala, why am I living in a country where Ramadan is always in summer? Or someone will say, oh, it's good, Ramadan is always in winter. Some people will fast the full Ramadan, the full life, always having long days. Some people have short days. So when we follow the lunar calendar, in approximately 33 years of your life, we have Ramadan coming in all the seasons of the year. Sometimes it will be in summer, sometimes in winter, sometimes in autumn, sometimes the days will be short, sometimes the days will be long, or it will be average throughout your life. So this is, alhamdulillah, scientific. So to follow the lunar calendar is beneficial. We have Hajj in all the seasons, we have Ramadan in all the seasons, we have Eid in all the seasons. So no one can complain to Allah subhanahu wa ta'ala. And they have taste of all the seasons to follow Ramadan and to keep the fast, and as well as to celebrate Eid. So it is more scientific to follow the lunar calendar as compared to following the solar calendar. Mais concrètement, c'est quoi une phase de la Lune? Donc,
lors de sa révolution, la Lune va présenter à la Terre plusieurs portions de sa surface éclairée. Donc on a toujours la même face qui pointe vers nous, mais on a différentes portions de la surface qui vont être éclairées. C'est ça les phases de la Lune. Donc la première phase de la Lune, on peut prendre comme point de référence la nouvelle Lune, donc ici en bas à gauche. Après un certain temps, la Lune va avancer dans sa course autour de la Terre. On va donc voir depuis la Terre le premier croissant. Puis, quand ils seront à 90 degrés par rapport au Soleil, on aura le premier quartier. Puis une lune gibbeuse qui sera presque totalement éclairée. Puis la pleine Lune. De nouveau une lune gibbeuse, le dernier quartier, le dernier croissant. Et de nouveau la position 1, donc en position de nouvelle Lune. Depuis la Terre, ça donne quoi? Eh bien, la position de nouvelle Lune. Voilà, donc, qui est presque totalement masqué. Puis en 2, le premier croissant. En 3, le premier quartier. On pourrait mettre un P minuscule dedans. Puis la lune gibbeuse, donc presque totalement éclairée. En 5, la pleine lune. En 6, de nouveau une lune gibbeuse, mais qui n'est pas trop éclairée sur le côté droit. En 7, le dernier quartier. En 8, le dernier croissant. Et en 1, on retourne dans une position de nouvelle lune. Vous êtes déjà là, maintenant, sans le ressentir, en train de fuser 640 fois plus rapidement que le son. Et cette vitesse de croisière fantastique n'est pas celle de la Terre, autour de notre étoile, mais d'un vaisseau gigantesque, le système solaire dans son ensemble, qui est embarqué dans une étrange danse galactique. Lorsque l'on se représente la course de la Terre dans l'espace, il est coutume d'utiliser ce modèle, organisé selon un plan, avec le Soleil immobile au centre, et les autres planètes du système gravitant autour de lui. Sauf que cette représentation de notre mouvement n'est valable que si l'on se centre sur notre étoile. Or, celle-ci n'est pas immobile dans l'espace. Elle se déplace à la vitesse de 790 000 km/h autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ainsi, en réalité, en prenant pour référentiel le centre de cette dernière, toutes les planètes de notre système sont lancées dans une course folle, arrimées par la seule force de gravité au Soleil qui les entraîne avec lui. Nous évoluons dans un mouvement hélicoïdal, légèrement oscillant sur une période de 26 000 ans et se dessinant à quelques 27 000 années-lumière du centre du siphon galactique, dans la partie intérieure du bras spiral d'Orion, à une distance de quelques 50 années-lumière du plan principal du disque, au sein duquel nous traversons le nuage interstellaire local, une région large d'environ 40 années-lumière de diamètre, dans laquelle nous devrions rester pendant encore 20 000 ans. Alors, est-ce qu'on peut voir le mouvement des étoiles dans les galaxies? Alors, 200 km par seconde, c'est rapide, mais c'est pas très rapide parce qu'en fait, les étoiles sont loin, d'accord? Je vous montre par exemple le mouvement de quelque chose qui est, donc c'est à la ferme des étoiles, c'est un mouvement fictif, hein, que serait le mouvement d'un avion dans le ciel qui part de vous allonger hein, à cet endroit, et vous avez un avion qui se déplace dans le ciel. Vous voyez, il y a même des étoiles filantes. Hein, ça, c'est, donc, on va passer. 40 secondes plus tard, l'avion est là. Comme je sais que les avions vont à 900 km/h, c'est-à-dire 250 mètres par seconde, et qu'il y a 90 degrés ici, j'en déduis que la distance qu'il a parcourue hein, en 40 secondes à 250 mètres par seconde, j'ai parcouru 10 km. Et là, une simple application du théorème de Pythagore, hein, puisque j'ai 90 degrés ici, je prends le milieu, je prends l'angle droit ici, d'accord? J'ai pi sur 4 ici, simple application du théorème de Pythagore, qui doit être niveau, je sais pas, maths sup, maths spé maintenant, 5 racines de 2, c'est 7 km. Donc je sais que l'avion est à 7 km de moi. Alors quand il est là, il est un petit peu plus proche, d'accord? Donc là, je vois un objet qui est à une dizaine de kilomètres de moi et qui se déplace à 250 mètres par seconde, j'arrive à voir son mouvement dans le ciel. Par contre, un objet qui est à des années-lumière de moi et qui se déplace à quelques centaines de kilomètres par seconde, là je ne vois pas son mouvement. Pour que je puisse voir son mouvement, il faudrait qu'il aille beaucoup plus vite que ça. Et on peut même faire le calcul. Ou alors il faudrait attendre beaucoup plus longtemps que ça. Et alors quand on fait le calcul, on s'aperçoit que il faut aller à un endroit où les étoiles vont beaucoup plus vite que ça, et ça c'est la région du centre de la galaxie. Alors on s'est dirigé vers la direction du centre de la galaxie, hein, c'est dans la constellation du Sagittaire. On a zoomé, c'est un travail qui est colossal, hein, qui a demandé des dizaines d'années d'observation cumulées.
des dizaines de nuits d'observation. Enfin, c'est ce qu'on appelle des clés programmes d'astronomie, des programmes clés majeurs qui permettent, par l'accumulation des données, de voir des choses qu'on ne pourrait pas voir autrement. Il y a plein de gens qui veulent faire de l'astronomie. L'astronomie, c'est un travail de patience. Quand on fait des calculs, il faut être patient parce que la plupart du temps, c'est faux, on se trompe, on a déjà été fait. Et quand on fait des observations, c'est long. Il faut observer des heures et des heures de la même chose pour détecter un tout petit mouvement. Vous allez voir quel mouvement on va détecter. Vous voyez, en 2004, on a commencé à voir, et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tout simplement des petits machins comme ça, tout petits machins qui bougeaient à peine, comme ça. D'accord? Et ça nous a révélé quoi? Ça nous a révélé, on a pu comme ça obtenir le mouvement de certaines étoiles, et on a pu en déduire leurs propriétés. Alors je vous montre ce qu'on a pu reconstruire à partir de l'observation que je vous ai montrée. On a pu obtenir le mouvement complet d'une étoile. D'accord? Vous la voyez ici, ce qu'on appelle l'étoile S2 de la constellation du Sagittaire. Et on a pu voir ce mouvement complet autour de quelque chose. On a pu mesurer complètement cette ellipse, en fait. Et comme on connaît les lois du mouvement, c'est toujours les lois de Kepler, il n'y a pas besoin de mettre de la relativité ici, eh bien on a pu mesurer comme ça, en fait, les caractéristiques de l'orbite. Et comme on avait la taille de l'orbite, comme ça ou comme ça, c'est pareil, puisqu'on a l'excentricité, et comme on avait la période de cette orbite, eh bien on a pu en déduire que l'objet qui est là, et là on a mis un trait, un rond là, pour le mettre en évidence, mais en fait on ne voit rien à cet endroit. Ce mouvement a révélé quoi? Eh bien il a révélé la présence d'un objet ici qui... déjà on peut calculer la vitesse à laquelle se déplace cette étoile, c'est plus du tout la centaine de kilomètres par seconde, c'est plutôt le millier de kilomètres par seconde. Donc ça va beaucoup plus vite parce qu'on est beaucoup plus proche du centre. Et en se rapprochant, on a pu avoir ce mouvement, et ce mouvement révélait quoi? La présence d'un trou noir supermassif dont on vous a déjà parlé. Et voilà comment on a fait pour le trouver. On a pu observer le mouvement d'une étoile. Et c'est ce mouvement de cette étoile qui a révélé la présence de cet objet auquel on ne s'attendait pas du tout. On avait des théories qui permettaient de mettre en évidence ce genre de choses, mais on n'y croyait pas du tout. Et quand on a pu révéler ça expérimentalement, là on y a cru. Donc, alors, notre galaxie, comme vous le savez, c'est une galaxie à disque. C'est ce qu'on appelle une galaxie spirale barrée. Donc, ce que vous voyez dans l'image projetée sur l'écran, en fait, c'est une vue d'artiste de la galaxie. C'est comme on imagine que la structure de la galaxie soit faite. Et pourquoi je commence par vous montrer une vue d'artiste? Parce qu'en fait, le Soleil, qui est représenté ici par cette grande étoile, se trouve environ à 8,5 kg/s du centre de la galaxie. Donc, je vous rappelle, un kg/s, c'est un peu plus de 3000 années-lumière, mais il se trouve dans le disque de la galaxie. Donc, ce qui ne facilite pas pour nous, qui sommes tout proches du Soleil et qui observons l'espace autour de nous, de comprendre quelle est la forme et les caractéristiques du disque de la galaxie dans lequel on se trouve. On est dedans. C'est comme essayer de comprendre comment est faite une forêt à partir des arbres qui nous entourent. Donc c'est difficile de reconstituer la forme d'une forêt ou quels sont les bords de cette forêt en y étant plongé dedans. On n'a pas une vue de l'extérieur de ce disque. Donc, mais on peut, à travers différentes méthodes, mesurer cette distance entre le Soleil et le sang galactique. Donc, je vous disais, c'est environ 8,5 kg/s. Et on sait aussi que dans les régions centrales de la galaxie, il y a ce qu'on appelle une barre, c'est-à-dire une structure qui est constituée d'étoiles. Et ces étoiles tournent autour du centre de la galaxie, toutes avec une même vitesse. Donc vous pouvez imaginer vraiment une structure qui tourne autour du centre. Et de cette barre centrale, donc cette barre a une orientation par rapport au Soleil d'environ 30 degrés. Et autour, à partir de cette barre centrale, il devrait partir une structure spirale de bras spiraux, qui sont aussi les régions où la formation stellaire est la plus intense dans notre galaxie. Parmi ces signes, il vous a créé de terre. Puis vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent.
Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. Et parmi ces signes, votre sommeil la nuit et le jour, et aussi votre quête de sa grâce. Il y a en cela des preuves pour des gens qui entendent. Et parmi ces signes, il vous montre l'éclair avec crainte de la foudre, et espoir de la pluie, et fait descendre du ciel une eau avec laquelle il redonne la vie à la terre après sa mort. Il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent. Et parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Ensuite, lorsqu'il vous appellera d'un appel, voilà que de la terre vous surgirez. À lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis. Et c'est lui qui commence la création, puis la refait. Et cela lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage.